Bon allez Nurgle, on démarre? Ouais, putain. Ah, plein le cul de faire ça, vraiment. Plus rien à kicker. Faut vraiment le faire. Ouais. Bon, ok. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Histoire au coin du D20. Tout à fait. Ah, t'as vu comme... quelle introduction Mais oui, extraordinaire. énergique et tout. Tout à fait. Bah, je suis toujours énergique, donc... Et donc, au cas où vous ne connaîtriez pas, eh bien, nous sommes vos hôtes, Nurgle Moi et Gélus. et j'ai lu ce qui est lui. Voilà. Tu Oui, crois qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas? il y a des tonnes de gens qui ne connaissent pas. Il y a même des gens qui nous détestent. Ah bon? Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, il y en a. Quoi qu'il en soit, la bière du jour. Oh putain, pour une fois tu y penses, c'est merveilleux. Bah, la bière du jour, c'est la triple carmélite. C'est un grand classique. À mon avis, on a déjà dû la faire, mais Bah, c'est pas bien grave. Ouh. C'est-à-dire que, voilà, Elle en Belgique, nous n'avons pas beaucoup de bières différentes, Non, comme c'est vous vrai, le ça en savez. est très limité. Et donc, ici, nous avons pris cette bière 3 grains, C'est classique. C'est toujours classique. brassée selon une recette du XVIIe siècle de l'ancien cloître de Carme de Termonde. Bla bla bla. Enfin bref, c'est de la bière. Santé. Santé. Et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon Eh cher bien, nous Gilles? allons parler d'une de mes créations personnelles, C'est vrai. mais qui s'appelle Maître Bah, des Conjurés. Oui, parce que les gens, ils attendent la suite de Bloodlust. Hein. Oui, oui. Et donc, Mais qu'est-ce oui. qu'on fout, les gens? Bah, qu'est-ce qu'on fout? On fout que je suis parti en vacances, et donc Bloodlust a été mis un peu en pause. Et Gilus, justement, avait écrit un jeu de rôle maison, que nous avons testé. Nous avons déjà fait combien? 2 séances? 3 séances? On a fait 3 ou 4 séances. Je sais plus. Enfin bref. Ben, un scénario. Et Voilà. donc, voilà, on va vous raconter, nous allons vous conter nos aventures dans le monde de maître et conjuré. Tout à fait. Et Bloodlust, il faudra qu'on Et j'ai raconte envie de la roter. fin de la campagne, mais on n'a pas énormément à raconter pour le moment. Je sais pas si on attend ou si on fait un petit truc, on verra bien. Quoi qu'il en soit, Maître et Conjuré, mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc que maître et conjuré? Alors je vais faire un petit peu une présentation, n'hésitez pas à intervenir, et puis nous raconterons le scénario, dont nous aurons les deux facettes, côté joueur et côté maître de jeu. Oui, mais il faudra parler des personnages. Et voilà, au cas où vous ne l'aurez pas vu, j'ai fait une vidéo récemment qui m'était un petit peu inspirée par Maître et Conjuré, dans le sens où ce sont des questions que je me suis posées pour créer l'univers, et donc j'ai fait une vidéo, 12 conseils pour écrire votre univers de jeu de rôle. Et, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, Voilà. Qui est donc une suite, parce qu'avant j'avais 11 conseils, et maintenant c'est 12 conseils, le prochain sera 13 conseils, je ne sais pas. ça va Et- porter malheur. Maître et Conjuré, c'est un univers de ma création qui est dans une ambiance victorienne, donc un peu Angleterre 18e siècle, 19e siècle plutôt. C'est du steampunk, mais en remplaçant... C'est du steampunk mais sans steam. Sans steam, avec de la magie à la place de Voilà. la vapeur. Donc c'est un univers baigné de magie, où il n'y a même pas d'armes à feu. Mhm. La technologie de pointe, c'est surtout des arbalètes, bien que, comme je ne vais pas trop en dire, mais comme tu l'as déjà un petit peu entrevu, il y a aussi ce qu'on appelle les cerveaux, la cerveau-mécanique, qui sont des machines, Il y a des gens qui fabriquent des robots... des espèces de robots à base de ce que tu découvriras, ce que j'appelle le sang du titan, ce qui tourne les choses vers du dieselpunk. En fait, ça parle de la néo-victorian fantasy, et ça tourne vers le dieselpunk. D'accord, d'accord. Voilà. Ah, c'est très bien. Le cœur, ce qui m'a inspiré ce jeu de rôle, c'est un animé en fait à la base que j'ai vu qui s'appelle Fate Apocrypha. Il me semble que Gigi m'en a déjà parlé, Ouais. parce qu'il m'a dit que la relation entre les personnages aurait pu être un truc très intéressant pour Bloodlust. Alors, aussi. ouais, ce qui m'a, c'est pas un animé extraordinaire, loin de là, mais ce que j'ai adoré dans cet animé, c'est la relation entre des magiciens qui invoquent Des créatures. des créatures, des servants, et ces servants qui sont des êtres magiques. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de remettre dans cet univers. C'est ce que j'ai repris de Fate Apocrypha, c'est la seule chose que j'ai repris, c'est cette relation maître et élémentaire, en fait. Pour revenir un petit peu sur les inspirations, un petit peu l'ambiance, il y a un côté... un jeu vidéo qui m'a pas mal... Deux jeux vidéo qui m'ont pas mal inspiré pour l'ambiance aussi, c'est Dishonored. Mhm. Si jamais, voilà, t'as un côté un petit peu magie, t'as cette espèce d'univers crasseux,
victorien, Oui. avec aussi le côté un petit peu technologico-steampunk, truc bidule. Mhm. Euh, un jeu de rôle, non, jeu vidéo dont je me sers beaucoup, juste pour les musiques, mais en fait le jeu vidéo lui-même n'est pas génial, même s'il y a une ambiance assez sympa, c'est The Order 1886. Ouais. J'ai entendu dire qu'il n'était pas terrible. Voilà, je l'ai fait. Disons que j'étais pas mécontent d'y avoir joué, mais disons que j'étais content de l'avoir payé 20 €. D'accord. Parce que si j'avais payé 60 €, j'aurais été énervé parce qu'il est court et c'est vraiment un jeu sur des rails. On Mais fait en de la soi, critique de jeux vidéo maintenant. Voilà. Eh ben. Euh, Donc en gros, t'as tout repompé. mais je dis mes inspirations. Quand tu C'est- crées un univers, tu prends tes inspirations et tu les rassembles. Alors, on a toujours dit jamais interdit d'aller prendre des inspirations à gauche et à droite pour faire votre jeu de rôle. Hein. Vous devez tout inventer depuis le C'est début. l'inverse de ce que j'ai toujours dit. Et dernier truc un petit peu pour mettre l'ambiance, c'est Full Metal Alchemist. J'ai envie de dire. Et ça, il y a beaucoup le côté magicien militaire qui est repris de Full Metal Mais Alchemist. c'est pas mal. Mais bon, commençons à parler un peu de nos personnages. Puisque nos personnages font tous partie. Enfin, tous. Donc il faudrait expliquer voilà, la dualité. Ah oui, la dualité. Il y a au sein d'un groupe dans ce jeu, ici nous sommes 4, et donc il y en a 2 qui jouent des magiciens, qui viennent de terminer leurs études de magicien, on va dire, Ouais, tout à fait. et qui se livrent au rituel le plus important, le plus, comment dirais-je, C'est le grand rituel qu'on fait à la fin de ses études. c'est le rituel qui a fait des nations puissantes ce qu'elles sont aujourd'hui. Mhm. Et donc, le rituel de conjuration. c'est le rituel de conjuration dans lequel un magicien va invoquer son serviteur magique, qui est une créature de magie, qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, je pense qu'il peut être remplacé ou viré s'il faut. Oui, il peut être tué et réinvoqué. Et donc voilà, Un autre peut être et réinvoqué. ici dans notre groupe, eh bien, Gigi et moi, nous jouons 2 magiciens Tout à fait. qui se connaissent depuis depuis les études. Et donc on faisait les 400 coups. Hein. Lui qui est un immigré, je pense qu'on peut dire ça Oui, comme oui, ça, voilà. qui vient d'une autre nation. Et, Il vient de Torofez, de Torofez. qui est une île, ambiance un petit peu espagnole, mais beaucoup plus guerrière. Voilà, et puis moi je joue... comment il s'appelle mon perso? Victor von Krakenstein. Qui est en fait le descendant d'une noble lignée, mais qui s'est complètement pété la gueule. En gros, maintenant, la famille a des dettes, mais abyssales, et on a perdu tous nos titres, on n'a plus rien du tout, et c'est la merde. Je me suis dit que ce serait intéressant de jouer un personnage comme ça, mais tu me cours bien au cul hein, avec cette histoire de dettes. C'est l'idée. Mais oui, non, c'est normal, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, aparté déjà, quand tu m'as envoyé, quand j'ai reçu cette lettre, ah oui, vous devez autant. Les intérêts. Hein. Et avec les intérêts, et je me suis dit, ah putain, Gilus le fait jouer. C'est vrai que pendant tout un temps, moi, c'était un truc auquel je ne pensais pas, de mettre en jeu les défauts et les problèmes des personnages. Il faut. Bien sûr, je sais bien. Et donc voilà, nous avons Pépito, je sais plus comment il s'appelle le personnage de Gigi. En fait, je crois qu'il n'a pas été cherché très loin. Il s'appelle Alejandro Jodorowsky. Voilà, comme l'écrivain, réalisateur, l'artiste mexicain complètement fou. Et puis Victor von Krakenstein, voilà. Vladimir, je sais plus si... Non, c'est Vladimir, je m'appelle Vladimir von Krakenstein. Et donc vous avez commencé avec quelques sorts, mais surtout vous avez conjuré. Nous avons conjuré 2 autres personnages. Commençons par toi et Moustache. Mais donc Moustache... Alors le truc c'est que avant qu'on ne fasse ce premier scénario, où on fait le rituel d'invocation, je savais pas du tout ce qu'était le personnage de Moustache. Le magicien ne choisit pas. C'est vraiment au hasard une créature qui va se former de l'éther. L'éther, voilà. Ouais. Voilà. Vous allez voir, en fait, j'ai repris beaucoup de concepts physiques, mais comme vu au 19e siècle. Donc il y a l'éther, et vous allez, dans le prochain scénario, vous allez vous retrouver face à des schismes scientifiques, parce que la magie est vraiment vue comme une science. Si ça marche. Et d'ailleurs, le pays dans lequel vous évoluez, qui s'appelle Dôme, qui est un petit peu Angleterre, une espèce de mélange Angleterre-France, comme ça. Avec tous ces côtés les plus... autoritaires. En fait, c'est le cœur en fait, de cet univers, j'en ai pas encore parlé à fond, c'est vraiment l'époque coloniale. Il y a un côté très colonial,
Et entre autres, votre pays, Dôme, a plein de colonies, dont Torophèse, et il y a par exemple une énorme colonie, qui sont les Vanshu, qui est un petit peu une espèce de Chine-Inde. Et donc c'est vraiment l'ambiance, les Indiens colonisés, enfin l'Inde colonisée par l'Angleterre. Non mais ne dis pas colonisé comme ça, voilà. On leur apporte les bienfaits de la civilisation à ces barbares. C'est comme ça que vous le verrez. Hein, bien sûr, bien entendu. Et donc, je ne sais pas ce que va être le personnage de Moustache, et là je me retrouve face à un espèce de grand mort-vivant, comment dirais-je. Il m'a décrit son personnage un peu comme une momie qui aurait été déballée, on va dire. Il est pas pourri, il est pas sointant. Il a dit que c'était comme une niche de Skyrim. Mais voilà, il est immanquablement une créature morte-vivante. Tout à fait. Mais sec, hein, ils sont pas trop mauvais. Il mange, il fait caca, hein, visiblement. Oui. Et alors, ce qui m'a tué, c'est que ils avaient pas de nom. T'as pas laissé les personnages... Je leur ai laissé le choix d'apparaître avec un nom, et tous les deux séparément, sans que je leur demande, ils ont dit ce sera mon maître qui choisira mon nom. Et donc voilà, alors évidemment, magnifique opportunité de se foutre de Moustache. Au début, je me suis dit que j'allais l'appeler Médor, Fido ou Croquette, un truc comme ça. D'ailleurs, tu as un chien. Et j'ai un chien, oui, mon personnage a un chien qui s'appelle Croquette. Et ce chien est bien pratique, je serais bien triste quand il mourra. Mais bon, bref, toujours est-il que... Il a un bon coup d'épée, hein, parce qu'il est quand même corps à corps tout le temps. Ouais. Sur le moment, je me suis dit, bon, c'est pas très inspiré, mais j'ai appelé le personnage de Moustache Lazare, ou Lazarus. Je lui ai laissé le choix. Et donc voilà, je suis flanqué d'un mort-vivant qui me traite de tous les noms à chaque fois que je fais une connerie. Et qui a assez bien une propension... Il est un peu psychopathe, hein, on va dire. Mais il est obéissant. Et donc, en fait, il y a toute une série de servants possibles, existants, qui sont chacun associés à un éther. Parce qu'il y a 10 éthers différents. Et il y a 9 servants différents, parce que l'éther de l'âme est réservé aux humains, vu que les servants n'ont pas d'âme. Les servants n'ont pas d'âme. Et donc, le servant nécromantique, comme Moustache, c'est vraiment... il ressemble à un mort-vivant, mais c'est plus une espèce d'élémentaire, oui, voilà, de mort. De la magie et de la mort. Il n'est pas exactement un mort-vivant. C'est pour ça qu'il mange, il fait caca. Il doit manger, il doit dormir. Il doit dormir, Voilà. c'est pas un zombie que j'ai sous mes ordres. Alors sinon, il y a des servants de feu, de foudre, d'air, de matière, qui sont un petit peu des espèces d'élémentaires de terre, comme ça. Donc il y a vraiment des servants élémentaires. Il y a les servants héroïques, qui sont un petit peu beaucoup plus comme dans Fate Apocrypha, qui sont vraiment des espèces d'humains magnifiés, des espèces de représentations. Des héros tels que imaginés dans les mangas. Ouais, disons, des héros, ce sont des espèces de héros de légende. En fait, ce sont plus des humains plus puissants. On a bien vu ça. Hein. Il y a les servants, oui, il y a les servants sauvages, qui ont des apparences d'espèces de chimères animales. Et je crois que j'ai fait le tour, si ce n'est le servant que joue Val, qui elle, est représentée par l'éther du vide. Et donc, elle joue un servant éthéré. Et les servants éthérés, c'était vraiment un type de personnage que j'ai créé de manière purement expérimentale. Et je ne m'attendais pas à ce que l'un de vous le joue. Et je trouve que ça tourne pas mal, mais ça a été très difficile de l'équilibrer, parce que le servant éthéré, c'est un personnage qui n'est pas en contact avec le monde physique. Donc, elle l'a décrit comme ressemblant à une espèce d'extraterrestre fantomatique de Albator. Dans Albator, oui. Donc vraiment une silhouette de femme, mais assez diffuse, sans trait vraiment particulier. Voilà. Et donc c'est un personnage qui n'est pas affecté par les coups, qui ne peut pas toucher quoi que ce soit, qui peut passer à travers les murs, qui peut se rendre invisible tant qu'il reste à côté de son maître. Donc c'est l'espion parfait, ce personnage. Et donc ses seules interactions avec le monde réel, c'est par le dialogue et par la magie, évidemment. Et donc directement, tu as des sorts de télékinésie. Elle a une espèce de sort, voilà ce que j'allais dire, elle a un sort de télékinésie qui lui permet d'interagir avec le monde. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que même pour sauver la vie de son maître, elle ne pourrait pas ramasser une pièce par terre. Non. Voilà. Et donc voilà, le décor est planté. Les 4 personnages. Juste pour encore un tout petit peu parler de l'univers, c'est donc voilà, vraiment la guerre, les contextes géopolitiques tournent beaucoup autour des servants. Entre autres, la plupart des guerres, il n'y a presque pas d'humains qui participent aux guerres. Ce sont des servants
qui vont se faire tuer dans les champs de bataille prévus, et puis après, celui qui perd, eh ben, on réécrit les cartes par après. Et je vais pas tout décrire maintenant, mais l'ennemi traditionnel de Dôme, c'est Kuznets, qui est donc un pays un petit peu austro-hongrois, un petit peu Russie tsariste, comme ça, et qui sont voisins, et qui, eux, sont à la base quand même pas mal portés magie, mais qui sont en train de se tourner plus vers la technologie cerveau-mécanique. On a vu un mec sur un cheval mécanique. Tout à fait. Où on s'est dit, what the fuck? Et donc, en fait, c'est un outil qui me sert pour deux choses. Que la technologie n'est pas encore purement implantée. De un, c'est parce que je n'ai pas encore écrit toutes les règles des créatures cerveau-mécaniques. Et de deux, ça me permet de vraiment faire un univers évolutif. Ouais. Voilà. Quoi qu'il en soit, premier scénario, vous êtes donc des militaires. Ça, c'est important à noter. Presque tous les magiciens de Dôme sont des militaires. Voilà. Et donc, nous sommes des militaires et on nous colle comme poste le SSMD. Vous fait partie du SSMD, qui est donc les services secrets et magiques de Dôme. Faut que bref. En gros, on fait un peu partie de espionnage contre espionnage d'égal à 100%. Ah tiens, le scénario de Gilus. Yeah, oui. Et donc, on nous en fait, voilà. Un maître, un conjurateur, s'est fait gravement et méchamment... Il s'est fait mutiler par la créature qu'il a invoquée. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est assez important, c'est que vous pouvez donner des commandements à vos serviteurs qui sont obligés de suivre. Mais à chaque fois que vous faites ça, le serviteur a droit à un jet de volonté et en cas de réussite, il peut se libérer. Tout à fait. Et donc, ce qui arrivait à un magicien. Ben voilà, et donc ça servant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, là, lui a tranché les mains, enfin tranché les doigts, pété les genoux, arraché la langue, en faisant bien attention de le garder vivant. En faisant attention de le garder vivant, parce que visiblement, quand le maître meurt, le conjuré n'a plus que 100 jours à vivre, et puis après, il disparaît. Et il retourne dans les terres. Voilà. Et il n'y a pas moyen de se retrouver un nouveau maître. C'est fait exprès pour que le maître soit un petit peu obligé de se sacrifier. J'ai mis un certain nombre de liens comme ça entre les personnages qui, sur la longueur, je ne sais pas très bien ce que ça a donné. Parce que, par exemple, si toi tu meurs, le personnage de Moustache n'aura plus que 100 jours à vivre, et je sais pas très bien, j'adore le concept, mais je sais pas très bien en termes de jeu ce que ça va donner. Donc je teste un petit peu. Il faudra voir, mais oui, mais on teste. Mais c'est ce qui veut dire aussi qu'il ferait mieux de se sacrifier pour toi. Oui. Qu'à faire. Mais volontiers. Voilà. Et donc... Voilà. Votre mission, donc vous venez de rentrer dans le SSMD. Le SSMMD? Oui. On va simplifier, on va dire dans les SS, quoi. Voilà, chez les SS. On est chez les SS. C'est un petit peu fait exprès. Qui est donc vraiment le service de renseignement. Et votre mission, vous allez voir ce magicien. Vas-y, raconte. Vous allez été voir votre commandant. On a été voir notre commandant qui a des grosses moustaches. Votre groupe s'appelle une phalange. Ah oui, c'est vrai qu'on a dû trouver... Vous avez trouvé le nom de votre phalange. On a dû trouver un nom. Alors en fait, effectivement, on voulait un nom qui pète, mais... Et c'est comme toujours Gigi qui à un moment a dit... Je vous ai dit, il faut un animal et une matière. Un animal et une matière. Genre Golden Lion. Les Golden Lion, et puis alors on a pensé, je ne sais plus, aux... les Velvet Octopus, ou des trucs comme ça. Et puis finalement, on s'est dit, en fait, on est des blaireaux, mais on est soyeux. On est les blaireaux soyeux, on est les Silky Badgers. Les Silky Badgers. Et donc, oui, j'ai fait une petite bannière, hein, je ne sais pas si tu la mettras à l'écran. Oui, il y a moyen. Et donc voilà, mais tu vois, je me disais, il faut pas grand-chose pour qu'un groupe se dise « Ah, ok, on est une bande de mercenaires. » Et donc voilà, nous sommes les Silky Badgers. Normalement, vous n'êtes pas des mercenaires, bien que pour le moment, vous agissez un petit peu comme ça. Mais je sais, d'ailleurs, on pourra parler de ça tout à l'heure. Vous êtes un petit peu directement rentré dans le côté obscur. Bien sûr, mais bon, c'est pas notre faute. On en reparlera. Ouais. C'est totalement votre faute. Et donc, 100%. On prend un portail qui nous amène dans le sud de Dôme, à la frontière. Pour un petit peu quand même dire... Votre mission, c'est de retrouver cette servante qui s'est enfouie après avoir mutilé son maître. Et grâce... Il y a un magicien qui arrive à lire
un souvenir du maître qui vous permet de savoir qu'elle veut partir vers Kuznets, le pays ennemi au sud, et pour ça, elle a le nom d'un passeur que vous n'avez pas, qui se trouve à Berzarom, une ville au sud. Berzarom, que nous avons tout de suite renommé Bezarium, évidemment. Voilà. J'ai joué, et tu vois, les joueurs... Petit conseil, les joueurs, à un moment, j'avais pas prévu ça comme ça, évidemment, mais les joueurs disent Bésodrome, truc n'importe quoi. Eh ben, j'ai gardé ça en disant que cette ville, qui est très militarisée, est connue pour ses quartiers. Olé olé. Olé olé, ces quartiers un petit peu rouges, quoi. Voilà. Et donc, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez aller en Zeppelin ou en utilisant un portail magique qui est dangereux? On a utilisé le portail magique parce qu'on n'a pas peur des portails. J'ai eu un petit moment qui m'a bien fait rire à ce moment-là, où le premier à passer, c'était Lazare, donc le personnage de Moustache, qui traverse le portail, qui se retrouve de l'autre côté, et donc en gros, les gens qui étaient à la réception, qui surveillent les portails, voient un espèce de mort-vivant qui débarque, donc ils ont un petit peu peur, ils savent ce que c'est. Il a une espèce d'aura de peur de manière générale. Donc, Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit « Ne vous inquiétez pas, mon maître va arriver ». Deuxième personnage qui traverse le portail, c'est ton chien. C'était mon chien. Ouais. Et donc voilà, mon pauvre chien. Mais donc oui, Through the Portal est devenu notre cri de guerre. Et tout s'est bien passé. Et puis... Mais je ne sais plus très bien comment s'est passée l'enquête. On a rencontré un... Vous avez enquêté avec la police, vous rencontrez On a rencontré le chef du quartier des gens du Sud. Des Kuznets. Avec la police, on vous dit, oui, c'est sûrement un coup des Kuznets. Et donc vous allez enquêter là-bas, vous les aidez. Il y avait un meurtre qui avait eu lieu... Il y avait un meurtre crapuleux avait eu lieu et on a été défoncer la gueule des le petit gang local avait tué quelqu'un. Vous faites directement à Miami avec un petit peu l'espèce de chef autoproclamé de la communauté Kuznets. Alors j'avais essayé de vous mettre un doute sur ce personnage, que tout ce que vous disiez, ça vous retournait un petit peu contre vous. Vous ne le saviez pas à ce moment-là, mais c'est parce que le servant éthéré du chef de la police nous surveillait, d'accord. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous n'êtes jamais parti du principe que c'était le gars, le chef Kuznets, qui vous trahissait. Ah bah oui, mais je sais pas, il avait l'air franc, et puis... C'était le cas. Et donc voilà. Et donc oui, voilà, vous on va pas se méfier du moindre PNJ non plus, tu vois. Oui, mais après j'ai fait le même coup avec un policier, et donc... là, directement, vous avez... parce que donc, à un moment, on tombe sur un autre... un flic. Je sais pas si c'était un militaire ou un flic. Non, c'était un flic. Et vraiment, j'ai adoré comment t'es arrivé en mode... Bonjour, ça va? Elle se passe bien, l'enquête? Hein? Vous avez besoin de rien? Ah, c'est cool. Hein. Et là, vraiment, on se dit, ok, lui, il est pas net. Oui. Mais donc, quoi qu'il en soit, vous retrouvez le meurtrier grâce à un sort de Moustache, qui est un petit peu un espèce de sort de médecin légiste, où il permet de lire les corps pour savoir comment ils ont été tués, des trucs comme ça. Et grâce un petit peu aux investigations du personnage de Val, qui traverse les murs, vous découvrez la planque du petit gang du coin, vous les attaquez. On les a réduits en purée. Et ils vous attendaient quand même. Et vous les avez réduits en purée, mais vous étiez face à 6 mecs super basiques, ils ont quand même failli tuer Moustache. C'est vrai. Qui s'est pris un moment tout le monde d'un coup. Et il disait rien, Moustache. Il a pas mal. Je ne ressens pas la douleur, donc... Oui, mais il est resté 3 points de vie, quoi. Il tombait en morceaux. Mais donc voilà, et puis on a résolu ce problème. Et je sais plus très bien comment ça nous a amené à... Ah ben oui, voilà, on est reçu... à souper. Vous avez été invité à manger par le chef de la police. Le lieutenant Bekram, qui se présente après en disant « Oui, je me suis présenté précédemment comme étant le lieutenant Bekram, mais je suis aussi le baronnet Bekram. » Voilà, c'est le mec haut placé. Et je sais plus très bien, mais... Il avait prévu vraiment son timing, parce qu'en voyant que le personnage de Moustache était très blessé, en sachant que les servants, ils doivent juste se reposer pendant 12 heures. Et après 12 heures de repos,
ils récupèrent toutes leurs blessures, toutes leurs mutilations, ils se réinitialisent en fait un petit peu. Et donc Moustache, il attendait que ça, parce qu'il était super blessé, et on peut pas lui faire de premiers soins. Et justement, le gars, il s'est dit, voilà, c'est le moment ou jamais, celui qui est leur meilleur guerrier, il est super blessé, et donc il vous prépare un petit piège. Et donc voilà, et toute cette scène de repas était assez hallucinante. Je sais plus, parce qu'on l'a fait vraiment en roleplay, et à un moment je suis en train de faire, style je mange ma soupe, enfin où je suis en train de manger, et oh, elle est bonne cette sauce riche. Et puis à un moment t'arrives comme ça, et bon, vous avez été empoisonné, Voilà, vous savez, oui. vous venez, et là c'est... Ok. Et donc on ne saura jamais si on a vraiment été empoisonné ou pas, probablement qu'on l'était. Je ne le dirai pas, vous n'avez pas eu le temps de ressentir tout ça. Et en gros, Vladipak, le chef de la police, on est là en train de faire une enquête, et le chef de la police débarque avec les deux flics pourris et un serviteur d'ombre. Il y a Sky High que vous détestiez, il y avait un serviteur éthéré qui peut s'attaquer à Val. En plus, il y avait des armes magiques qui peuvent aussi blesser Val. Et en gros, le mec nous explique, voilà, on est les flics corrompus, on travaille avec le passeur, on n'a pas envie que vous ternissiez sa réputation en tuant une personne qui veut faire appel à lui. Donc, en gros, voilà, il nous a dit coucou panier, quoi. Et nous avons réagi comme des héros. Nous avons vraiment réagi comme des héros. J'avais prévu que vous pourriez, ça aurait pu se transformer en combat à ce moment-là. Putain, un combat, quoi. Ça aurait été chaud. Il y avait le noble qui était un super magicien. Il y en avait un avec une épée magique. Il y avait un serviteur éthéré qu'on pouvait même pas toucher. Et il y avait encore une nana que je sais pas ce qu'elle valait au combat. Disons que les deux policiers n'étaient pas des super combattants, mais ils étaient meilleurs que les raclos que vous aviez combattus avant, et vous étiez blessés. C'est pour ça qu'il s'est dit « Ok, j'y vais cash ». Et donc, en gros, nous sommes courageusement couchés, mais comme des merdes. Hein. Comme des merdes, en mode oui, on fera tout ce que vous voudrez, ça. Et je vous chatouille un peu les couilles pendant que je vous suce. Enfin, en gros, en gros, vous avez dit, voilà, vous avez 100 griffes. On a accepté un bakshish. Le bakshish. Et c'était une fin c'était une fin pas d'aventure, de séance. Et vous étiez là, putain. Et vous étiez complètement défoutus. Écoute, moi j'étais super fier. Je joue mon personnage quand même relativement couard. Enfin, c'est-à-dire qu'il se vante tout le temps, mon personnage. C'est le meilleur, c'est le plus grand guerrier, il a tout fait. Mais dans le fond, c'est une crevure, quoi. Et là, je m'étais dit, écoute, je vais pas sauter sur la table pour essayer de tuer, parce que... Celui qui était prêt à se lancer, c'était Moustache. Mais Moustache, il joue son personnage un peu kamikaze. Lézard, il a peur de rien, et ce qui est logique. Il craint pas vraiment la mort, il ressent pas la douleur. Mais donc voilà, du coup, pas de raison de suivre... Tu lui as dit coucou panier. Je lui ai dit coucou panier, mais pour l'instant, je trouve que l'entente se passe bien. Oui, les ententes entre maîtres et conjurés, c'est le titre, se passent plutôt bien. J'attends quand même le moment où l'un de vous utilisera un sort de commandement. Mais il faudra, mais de toute façon ils sont mis un maximum en volonté, donc c'est pas sûr de passer. Ça va être chaud. Et donc voilà, et puis finalement, le flic corrompu nous dit, voilà, vous allez expliquer à vos supérieurs que vous avez loupé votre mission, et puis c'est tout. Et là on n'en démord pas, on dit non, on veut rencontrer le passeur, et on va le convaincre qu'on doit faire notre mission, qu'on va tuer la servante libre. Pour être plus exact, fin du scénario, le lieutenant corrompu vous dit, écoutez, moi le passeur, je me le garde dans la poche, mais on peut arranger un petit piège pour la servante qui vient demander ses services. Début du scénario d'après, il y a votre ami Sky High, que vous adorez, le policier corrompu, qui vient vous dire bon, mais en fait, le passeur, il veut pas, parce que ça va nuire à sa réputation. Et donc là, vous avez dû aller le voir. Donc on a été le voir, et on s'est rendu compte que le passeur, ça n'était pas un petit player. Victor, le passeur. Voilà, c'est en gros le chef de la mafia locale, et il nous a un peu expliqué que c'était lui le boss, quoi. Et alors, il y a eu toute l'histoire de mon échec critique, qui vaut la peine d'être racontée. À un moment, je sais plus... Vous êtes face à un homme qui vous parle de manière un petit peu lente, et derrière vous, il y a un serviteur, donc qui n'est pas un servant, un vrai serviteur humain, Vanchou,
donc un asiatique. Voilà. Et à un moment, je suis en train de causer, et puis je fais un échec critique. Et là, tout le monde, oh merde, non, putain. Et Un jet de vigilance, je pense. je sais plus, ouais, D'investigation. un truc comme ça. Et Gilus me dit, bon, écoute, t'es persuadé qu'en fait, le vrai passeur, c'est le mec qui sert le thé. C'est l'asiatique qui sert le thé. Et j'ai bien joué quand même. Hein. Ouais. Et donc j'ai vraiment fait style, mais j'aimerais savoir ce qu'en pense le vrai passeur. Et puis alors, il y avait ce pauvre mec qui servait le thé en mode, what? Et en fait, c'est rigolo parce que c'était une des deux options que j'avais prévues. Soit il était le gars derrière vous, et puis je me suis dit non, il va carrément pas être dans la pièce avec vous. Il parle par télépathie au gars qui vous transmet les informations. D'accord. Et c'est ce qui vous a dit après. Quoi qu'il en soit, vous présentez en disant voilà, vous devenez nos alliés. Eh bien, vous avez eu un premier. Vous avez un petit peu la botte dans le SSMMD. Oui, on a vraiment vendu, voilà, écoutez, on est des pourris. Hein, Voilà, oui, totalement. On n'a pas, on n'a aucun honneur, aucun honneur. Et Ce qui est un peu vrai. Moi, je suis désolé, personnellement, moi j'avais des plans de vengeance. On peut faire le couard, mais après il faut se venger avec style, et c'est pour ça. Comme je vous ai dit, si vous voulez participer à des intrigues, soyez pas non plus comme des personnages de Donjons et Dragons niveau 1, parce que toi tu voulais directement faire péter la maison du lieutenant. Bah ouais, tu fous le feu quoi. Ils vont vous retrouver quoi. Non, mais c'est pas grave. T'as bien vu les moyens magiques avec lesquels vous enquêtez. Mais enfin, allez. Enfin bref, Et c'est pas innocent, c'est quand même le chef de la police. toujours est-il qu'il accepte qu'on aille tuer, qu'on aille faire notre mission. Voilà, tu es donc Morgana, on n'a pas encore dit son nom, qui est là. Elle s'appelle Morgana. Et donc, je sais plus, on a fait tout un plan dans le château, dans l'auberge du passeur, avec un tapis où il y avait des cordes. Enfin, on avait essayé de faire un gros piège, dans lequel elle est évidemment pas tombée. Hein. Elle a fait hop hop hop, comme une espèce d'elfette. Oui, et c'était vraiment une elfe, comme ça. Elle avait un côté un petit peu elfe noir, comme ça. Et je suis content du niveau de difficulté de ce combat. C'est très, très difficile à gérer, parce que c'est très difficile à gérer quand vous avez un méchant face à tout un groupe. Oh. Dans Dark Heresy, avec l'énorme démon de Nurgle. Ouf, ouais. Oui, ça, c'était une sacrée séance. Voilà. Mais donc, Gigi a failli passer, quand même. Mais c'est lui qui a réussi à faire le plus de dégâts, parce qu'il a un sort de toucher électrique. Et elle avait vraiment une énorme armure. Sans ce sort de toucher électrique, on n'aurait pas su la tuer. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous aviez un mal de chien à passer son armure. Et grâce à l'électricité qui passerait à l'armure, vous avez réussi finalement à la voir, vous l'avez tuée, même que si vous vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas totalement dans son tort non plus, même si elle a torturé son maître. Oui, mais tu sais, nous mettre des dilemmes moraux comme ça, habituellement ça tourne toujours de la même manière. Vous en aurez d'autres. Je n'ai... Mais j'en mets quand même. Je n'ai que très rarement... là je fais une petite aparté. Par exemple, il est très difficile dans un jeu de rôle de, par exemple, faire qu'un joueur va s'attacher à un PNJ et joue vraiment l'attachement. J'ai quelques souvenirs où ça avait marché. Par exemple, dans Deadlands, Val s'était attaché à un personnage de petite fille que j'avais mis dans un scénario, dans Le Jour sans fin. Et je me disais, ah bah tiens, ça c'est cool pour une fois qu'il m'explique pas qu'il lui pète la tête contre un rocher, tu vois. Enfin, non pas que nous pétons toujours la tête des enfants sur les... Enfin bref, sauve-moi. Péter les enfants sur les rochers. Mais non, mais habituellement les PJ sont très méchants avec les PNJ. Ouais. Ici, vous êtes attaché à un PNJ qui s'appelle Gaston Dumas, qui est un jeune policier qui était complètement paumé dans cette intrigue et qui voulait juste taper des rapports. Il aimait bien taper des rapports. Je pense que Gaston Dumas, il va être un rouage très important de notre vengeance. Parce que vengeance, il y aura. Pourquoi pas? Alors, petit conseil, c'est comme tu disais, c'est très difficile de faire s'attacher les joueurs à un PNJ bien précis. En général, quand vous amenez un PNJ qui est fait pour que les joueurs s'y attachent, il y a toujours un côté artificiel qui passe pas très bien. Il vaut mieux que vous mettiez des PNJ normaux et ils vont eux-mêmes s'attacher à un personnage que vous n'aviez pas choisi avant. Ensuite, ce personnage-là, vous le mettez en avant. C'est toute l'histoire de Seyar. De Flint, de plein de personnages. D'ailleurs, on vous renvoie aux vidéos Dark Heresy
pour Seyard, et Flint, c'est notre deuxième émission. Hein. Putain, je l'ai maté l'autre jour, on avait vraiment des gueules différentes. Hein. Oui. On est devenus vraiment des vieilles carnes. Le son est dégueulasse. Et le son est dégueulasse. Le son est absolument dégueulasse, il faudrait que je remonte, je sais pas. Bref, vous avez réussi votre mission. On a pris tout l'argent. Je vais vous dire, ça c'est votre plus gros problème. Elle avait genre 280, je crois que vous avez, elle avait 280 griffes qui étaient amenées sur elle. Si jamais il y avait eu 200 griffes qui avaient disparu et qu'elle en avait eu 80 sur elle, ça aurait pu passer, mais vous avez tout pris. Et dans votre rapport, le fait qu'elle est zéro, c'est bizarre. Faites attention à ça. Oui, je sais bien, mais on en a causé et maintenant on peut parler de ça. Faites des merdes, mais faites-le bien. Tu es en train de ce que tu me disais l'autre jour, c'était vous faites des trucs qui pourraient vous faire virer de l'armée. Parce que évidemment ce serait chiant vu que ton aventure. J'allais dire c'est une balle dans la tête, mais les balles n'existent pas. Voilà, ou un éclair dans la tête. Vous n'allez pas vous faire virer de l'armée, vous allez être c'est comme je te disais, tu vis ce que moi j'ai vécu avec Dark Heresy, à savoir, c'est une aventure dans laquelle les joueurs ont un cadre. Dans Dark Heresy, c'était l'Inquisition, ici c'est l'armée. Dans un autre jeu de rôle comme Cops, ce serait être flic. Qu'est-ce que tu fais quand tes joueurs se disent, en fait, non, j'ai pas envie d'être dans l'armée, j'ai pas envie d'être dans l'Inquisition, j'ai pas envie d'être flic. Alors que toute ta campagne... et voilà. Et il faut un peu de bonne foi des joueurs. Moi j'ai bien compris le truc, et donc je ferai gaffe. Mais, pour le point de vue des autres, je sais pas comment ça va tourner. Ce que j'avais dit, et que Moustache a noté, si vous voulez faire des intrigues, soyez intrigants. Vous pouvez jouer les pourris. Évidemment, vous allez avoir des nouvelles du Iron Hounds, qui est donc la phalange qui est la police des polices. Quoi ? Mais... Je croyais que c'était nous la police des polices. Non. Oh. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer comme ça. Simplement, ne jouez pas connement parce que sinon je vous protégerai pas. Ok. C'est juste ça. Et... Moi, vous savez bien que je suis un pleutre. Hein. Je reste toujours le nez en dehors des problèmes. Et voilà, en fait... Surtout quand il y a des enfants qui sont concernés, par ailleurs. C'était le premier scénario de Maître et Conjuré. Je pense que c'était plutôt bien passé. J'espère que vous avez aimé. C'était très chouette. Je pense que vos sorts, etc. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça tournait pas mal. Moi, personnellement, je suis content de mon personnage, qui a un petit sort d'armure. Donc, je me rajoute un point d'armure, et je me bats avec un fleuret. Et au lieu d'utiliser ma force pour faire des dégâts, j'utilise ma dextérité. Et donc, c'est bien pratique. Système des critiques, hein, évidemment. Le système des critiques de Gilus. Et donc j'ai trouvé ça bien pratique, parce que ça te permet de blinder la dextérité, et de quand même être un guerrier un peu agile, sans être une grosse brute et devoir mettre plein de points en force. Ouais. Je vous prépare le prochain scénario, qu'à mon avis je ferai pas mardi, mais où vous serez dans une... Tu sais, le temps que l'émission sorte... Oui, t'as raison. Quoi qu'il en soit, oui, je vous prépare la suite pour après les vacances. Ah ben voilà. Et voilà, je ne sais pas si tu as plus à dire sur cette séance. Parce que j'ai pas eu beaucoup d'occasion de discuter avec vous. J'ai un petit peu discuté avec Gigi, mais... J'avais pas spécialement d'autres trucs à dire. Si ce n'est que... donc moi je reviens de vacances. Hein, je sais pas si ça se voit. Regardez, je suis tout bronzé. Et puis j'avais coupé ma barbe pour être beau. Enfin, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui me réclament de jouer à Earthdown. De jouer à Earthdown ? Ouais. Ok. Alors, on verra, peut-être que Earthdown reviendra. Et en même temps, vous commencez à nous connaître, hein, Bloodlust va aussi continuer. Il y a tellement de bons jeux de rôle et tellement peu de temps. Hein. On nous demande beaucoup de tester. Tiens, vous avez pensé de quoi, tel jeu de rôle, tel jeu de rôle, tel jeu de rôle. On teste pas beaucoup. Moi, je préfère créer mes jeux de rôle. Et toi, tu te concentres en général sur un jeu de rôle et tu le fais pendant plus longtemps. Habituellement, si une campagne ne dure pas au moins 3 ans, c'est que c'était une campagne perdue. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien vous faire jouer. Il y a toujours Shade que j'aimerais bien faire jouer. On manque un peu de temps. Hein. On a Insectopia aussi. J'aimerais bien tester le nouveau Paranoia quand même. Ouais. Et donc voilà. Et comme j'allais dire... Et pourquoi vous ne feriez pas votre propre histoire au coin du D20, histoire que nous écoutions vos aventures de jeux de rôle. Pourquoi pas, ouais. Lancez-vous, et puis faites du jeu de rôle, et je sais plus, t'as encore des trucs ? Non. Alors du coup on vous dit, à la prochaine ! Bye 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 bye.